Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission qui décrypte les grandes révolutions technologiques sans jamais perdre de vue l'humain. Savez-vous quel est le point commun entre un appareil auditif, des lentilles de contact ou une montre connectée ? Eh bien, il s'agit de ce que l'on appelle des dispositifs médicaux en santé, des concentrés d'innovation numérique au service de notre quotidien. Mais cette révolution soulève aussi de nombreuses questions. Jusqu'où le numérique peut réellement améliorer le quotidien des patients et des soignants ? Qui peut financer aujourd'hui l'innovation en santé et peut-on prétendre à une véritable souveraineté en temps de crise ? C'est ce que nous essaierons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial innovation en santé, une émission réalisée en partenariat avec le SNITEM, le syndicat des entreprises du dispositif médical. C'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale sur les innovations dans le domaine de la santé, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité qui connaît parfaitement ces enjeux, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, médecin hématologue et présidente de l'Institut Évidence. Elle est au cœur des grandes transformations du monde médical. Et aujourd'hui, sur le plateau du numérique pour tous, nous avons le plaisir de recevoir Madame Agnès Buzyn. Bonjour. Bonjour Agnès, donc ravie de vous avoir. Et aujourd'hui, bien évidemment, comme on l'a dit, on va parler d'innovation en santé. Alors, une question avant de commencer que tout le monde se pose et est en droit de se poser. Dans un contexte où l'hôpital n'est pas forcément en bonne santé, est-ce qu'on a encore les moyens de s'offrir de l'innovation en santé en France ? Alors, déjà, la situation actuelle est assez rassurante. Elle doit être rassurante pour les Français. Aujourd'hui, la France est capable et a toujours financé les innovations qui apportaient un bénéfice aux malades. On a un système de solidarité qui s'appelle la sécurité sociale, l'assurance maladie, qui rembourse tout ce qui est prouvé comme étant utile. Et cette évaluation de l'utilité, elle est faite par une autorité qu'on appelle la Haute Autorité de Santé. Si la Haute Autorité de Santé estime qu'un dispositif médical ou un médicament va apporter un bénéfice à une maladie ou à un citoyen dans sa santé, il sera remboursé par la Sécurité sociale. La question, c'est combien de temps sommes-nous encore capables de financer cela ? C'est la grande question. Alors, on a le sentiment, enfin, on va dire, ces innovations, elles sont le fruit de start-up, mais on a le sentiment qu'il y a un peu une injonction contradictoire, parce qu'une start-up, elle doit vendre pour survivre et faire tourner l'économie. Et paradoxalement, on a un système de santé qui est quand même obligé de rationaliser un peu les coûts et qui ne peut pas tout financer. Comment on gère cette équation ? Alors, il y a une procédure qui est l'évaluation du produit par la Haute Autorité de Santé, qui est une sécurité pour les Français, qui montre que leur argent est bien utilisé. Parce que l'argent de la sécurité sociale, c'est le nôtre. C'est le fruit de nos impôts, de nos cotisations sociales, de la CSG. Et donc, quand la sécurité sociale accepte de rembourser, c'est qu'il faut la preuve de l'utilité. Le problème des startups, c'est qu'elles n'ont pas des financements énormes, pas des levées de fonds très faciles, notamment en France. Et donc, elles vont essayer d'obtenir un remboursement ou d'être achetées par un hôpital ou par des médecins avant leur évaluation par la Haute Autorité de Santé. Et c'est là où il y a des injonctions contradictoires, c'est que ces startups, pour survivre, elles ont besoin de montrer qu'elles sont sur le marché français. Or, le marché français, il est très exigeant. Et il nécessite cette évaluation préalable. Mais j'ai envie de vous demander, comment on évalue réellement l'utilité d'un dispositif ? On fait des calculs pour savoir si ça rallonge la vie, ça coûte moins cher à la sécurité sociale. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, la première chose, c'est une efficacité médicale. C'est-à-dire que ça doit soit rallonger la vie, soit réduire des effets secondaires de traitement, soit améliorer la prévention de rechute de cancer, par exemple. Il y a plein de façons d'évaluer l'utilité médicale. Et c'est ce qui coûte cher, parce qu'en réalité, pour prouver qu'on apporte vraiment du mieux aux patients, il faut faire ce qu'on appelle des essais randomisés, des études cliniques, où on va tester le dispositif par rapport à ce qui existe déjà. Et donc, on va comparer des gens qui vont accéder au dispositif par rapport à des gens qui ont le traitement standard. Et les startups doivent, dans ce cas, débourser beaucoup d'argent pour réaliser ces essais cliniques. C'est cet argent-là qui manque. Et c'est cette période-là et cette étape-là qui est la plus compliquée pour la plupart des startups. Mais alors, j'ai envie de vous demander, on pourrait réfléchir autrement et se dire on va davantage investir dans la prévention en France. Et paradoxalement, c'est pas forcément la culture dans notre pays, contrairement à d'autres pays européens. Oui, alors la prévention, je dirais que c'est comme la médecine. Il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Et même en prévention, nous avons des dispositifs médicaux, par exemple, qui assurent le suivi par des objets connectés de personnes qui ont de l'hypertension artérielle ou qui ont des facteurs de risque particuliers. Et
c'est de la prévention, ce qu'on appelle la prévention secondaire ou tertiaire, mais ça nécessite, comme tout le reste, une évaluation scientifique. Il y a de la bonne prévention et il y a de la prévention qui est intuitive et qui n'est pas forcément utile aux patients. Donc, même en prévention, nous avons besoin d'évaluer ce que nous faisons, et notamment parce que tout coûte cher. Dans la santé, tout coûte cher et que nous dépensons déjà énormément d'argent pour la santé. Je préfère rappeler quand même que nous sommes le 3e pays en termes de dépenses de santé au monde. Donc, on ne peut pas dire qu'on fasse particulièrement des économies sur la santé, en tous les cas comparé aux autres pays du même statut. Les citoyens et sûrement nos auditeurs ont dû le remarquer. Aujourd'hui, il y a certains professionnels de santé qui prescrivent des applications, on appelle ça des thérapies numériques, pour accompagner de mois en mois le soin des patients. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, à terme, va pouvoir être remboursé? Est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité clinique, comme vous le dites, de ces dispositifs? Alors, oui. Oui, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Et c'est le problème de la plupart des startups ou de ce qu'on appelle la medtech, c'est-à-dire toutes ces technologies au service de la santé, c'est que souvent ce sont des dispositifs qui sont pensés par des ingénieurs ou des applications qui sont pensées par des ingénieurs et qui parfois ne prennent pas suffisamment en compte les pratiques actuelles des professionnels. Donc, si je pouvais donner un conseil à toutes les startups et tous ceux qui veulent s'engager, ces investisseurs ou ingénieurs qui s'engagent, tout de suite, dès que vous avez une idée, allez la tester auprès de professionnels de la santé pour voir si elle a vraiment une utilité en clinique. Et oui, il y a de plus en plus d'applications qui permettent en fait un suivi à distance des malades. Ça transforme aujourd'hui le pronostic d'un certain nombre de maladies qu'on est capable notamment de détecter, en tous les cas de détecter des aggravations grâce à des applications et à des objets connectés qui peuvent être suivis par les médecins traitants. Alors justement, vous connaissez bien les entrepreneurs dans le domaine de la santé, vous en rencontrez beaucoup. Tous rêvent, à mon avis, de monter ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard. Est-ce que c'est bien de le faire en France? On a les moyens de le faire en France, ou alors il faut plutôt penser européen, voire peut-être aller aux États-Unis pour avoir davantage de fonds? Alors, on a un problème spécifique en France, ou 2 problèmes spécifiques. Le premier, c'est que nous avons beaucoup aujourd'hui de capacité d'investir au tout début lorsque un entrepreneur ou un chercheur a une bonne idée. Il y a notamment la Banque publique d'investissement, la BPI, et puis d'autres appels à projets qui permettent de lancer des idées. Le problème que nous avons, c'est un manque de liquidité et des investisseurs privés qui seraient capables de mettre plusieurs millions sur la table justement pour passer à l'étape supplémentaire, une fois qu'on a la bonne idée, que le produit est réalisé, de passer à cette étape d'études cliniques en vie réelle pour pouvoir tester vraiment l'utilité d'un produit. Cette étape-là, d'autres pays sont capables d'investir beaucoup plus dans leurs startups que la France. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Ouais. Et c'est une véritable catastrophe pour notre pays. Nous avons très peu de liquidités et d'investissements privés. La deuxième particularité de notre pays, c'est que la coopération entre le secteur public et le secteur privé est très mal vue des Français. C'est considéré un peu comme se salir que de mélanger le privé et le public. Et donc les chercheurs académiques qui font des découvertes dans leur laboratoire ont tendance à ne pas se mouiller ou ne pas oser devenir un entrepreneur, un créateur de start-up, parce qu'ils ont peur du regard que les autres chercheurs poseraient sur eux, parce que, entre guillemets, en France, ça ne se fait pas de faire de l'argent à partir de ces découvertes. On laisse à d'autres le soin de le faire. Ça n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, quand on est un chercheur académique reconnu, quand on dépose un brevet, eh bien, on suit le développement de ce brevet, on monte ce qu'on appelle des spin-offs de laboratoire, des start-up, et on essaye de valoriser ce produit, et c'est aussi reconnu par la communauté comme utile à la société. En France, ça n'est pas reconnu, et l'écosystème de la recherche, et notamment dans le milieu académique des universités, voit d'un assez mauvais œil, en fait, ceux qui entreprennent. Et ça, je pense que culturellement, il va falloir qu'on change notre logiciel. C'était bon et nécessaire de le rappeler. 2 fois 30 secondes pour conclure. Donc, le 9 juin prochain se tiendra un événement majeur justement dans le monde de la santé et du numérique. Et Florent nous en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Pourquoi ce type d'événement, donc qui réunit justement tout cet écosystème, est fondamental pour apporter une réponse, notamment à ce que vous venez d'évoquer?
Alors, c'est fondamental pour que les gens se rencontrent, pour que les investisseurs potentiels qui repèrent une bonne idée aident ces chercheurs, ceux qui déposent des brevets, ces start-upers à passer les différentes étapes de développement du produit. Ça ne se fait pas en un jour, c'est long et ces écosystèmes doivent se rencontrer et ces événements justement permettent, je pense, des vraies coopérations, des vraies collaborations qui sont indispensables dans les deux sens. Je dirais que les chercheurs doivent se rapprocher du milieu financier et des entrepreneurs. Et à l'inverse, les entrepreneurs, quand ils ont des bonnes idées, notamment dans le monde des ingénieurs, ont besoin de se rapprocher très très vite du monde de la santé pour ne pas avoir une idée qui resterait sur le carreau parce qu'en fait, elle n'est pas adaptée à la pratique au quotidien. Comme ça, c'est beaucoup en Europe. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de nous avoir éclairé sur ces enjeux essentiels. Restez avec nous, on marque une courte pause et dans un instant, nous vous ferons découvrir comment l'innovation fait bouger les lignes dans notre vie au quotidien. Le numérique pour tous spécial innovation en santé, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale consacrée à l'innovation en santé, nous recevons désormais une actrice de terrain de ces transformations puisqu'elle a créé avec ses équipes un dispositif médical innovant pour accompagner la rééducation périnéale. Caroline Potard, bonjour, vous êtes cofondatrice de Blueback sur le plateau du numérique pour tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir. Alors, on va commencer très concrètement et très visuellement pour permettre à nos auditeurs et auditrices de savoir de quoi il s'agit. Blueback, c'est quoi exactement ? Alors Blueback, c'est une entreprise bretonne qui existe depuis déjà 8 ans et on fait des dispositifs médicaux principalement pour la rééducation des muscles profonds. Et justement, on travaille sur le périnée comme vous l'avez indiqué. Donc on est sur le développement d'un dispositif pour la rééducation du périnée qui rende justement visible ce que l'on fait quand on travaille son périnée, ce qui n'est pas évident. Donc c'est pour les mamans, mais c'est aussi pour les messieurs ? C'est pour tout le monde. Le périnée, on va le travailler dans pas mal de cas, en particulier en cas d'incontinence urinaire. Et l'incontinence urinaire, aujourd'hui, c'est une personne sur 3. Une personne sur 3. Donc les hommes, les femmes et aussi les jeunes sportives, les jeunes filles, malheureusement. Vous êtes entrepreneuse et derrière chaque entrepreneur, généralement, il y a une belle histoire. La vôtre, en quelques secondes ? Beaucoup de problèmes de dos dans la jeunesse, donc beaucoup de passages chez des kinésithérapeutes. Et il y en a une qui m'a débloqué la situation avec un muscle profond particulier au niveau des abdos. C'était ma grande sœur, ça tombait bien. Elle m'a dit « Trouve-moi une solution pour que ça marche mieux avec ce muscle-là, le muscle transverse abdominal. Parce que toi, en tant qu'ingénieur, docteur en physique, tu dois pouvoir trouver une solution. » Voilà, donc je m'y suis penchée avec mon mari, vraie aventure familiale. Histoire de famille, ouais. Et puis on s'est lancé. Alors aujourd'hui, vous êtes à un stade critique de votre start-up et c'est un peu ce qu'évoquait Agnès Buzyn dans la première partie. Vous avez vendu 20 000 dispositifs, mais là, vous êtes à un momentum un peu critique. Expliquez-nous pourquoi. C'est ça, on a déjà 2 dispositifs sur le marché et on est en train de développer le 3e qui sera à destination du public. Nos 2 premiers dispositifs sont pour les professionnels de santé. Et en fait, on a eu beaucoup d'aide pour les premières phases de développement. Mais là, effectivement, on est dans la preuve et puis la croissance commerciale. Et c'est une phase qui est plus difficile à financer. Et ça veut dire quoi ? Vous avez levé des fonds, les fonds ne vous suivent pas forcément, vous avez du mal à justifier ? On a eu de la chance, on a déjà fait 2 levées de fonds dans l'histoire de Blueback. Mais là, il nous en faudrait une 3e, en fait, pour vraiment passer ce cap-là et puis soutenir aussi la croissance sur la commercialisation de nos 2 dispositifs existants. Et là, vous vous dites peut-être l'international serait plus facile parce qu'en fait, les marchés sont plus fluides ? C'est nécessaire. Comme le disait aussi Agnès Buzyn, en fait, si on ne commercialise qu'en France, on touche une toute petite partie de notre marché qui est déjà par essence un marché de niche parce qu'on fait souvent un dispositif médical qui est bien ciblé, bien centré sur un besoin précis. Donc c'est nécessaire pour nous d'aller à l'international. On aime bien se projeter dans le numérique pour tous. Dans 5 ans, vous imaginez comment, une fois que vous aurez passé tous ces affres, on va dire, administratifs et procéduriers qui incombent au dispositif médical ? Dans 5 ans, on espère que nos dispositifs de rééducation du périnée sera utilisés dans tous les foyers, en prévention et en suivi de traitement pour tous les problèmes d'incontinence urinaire. Merci beaucoup Caroline Potard. Merci. Pour Blueback et pour clôturer cette émission spéciale consacrée à la santé et l'innovation, un acteur clé de l'écosystème des technologies en France puisqu'il est directeur du développement économique du SNITEM. Il nous expliquera très concrètement ce qu'est le SNITEM et qui est dans vos vies au quotidien. Sur le plateau du numérique pour tous, nous avons le plaisir de recevoir Florent Surrugue. Florent, bonjour. Alors le SNITEM, cet acronyme un peu barbare mais que tout le monde devrait connaître, c'est quoi ? Bonjour Vanessa, merci pour l'invitation. Donc le SNITEM, vous l'avez dit en introduction, c'est l'association qui regroupe tous les fabricants de dispositifs médicaux en France.
Alors concrètement, un dispositif médical, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des produits, des équipements qui vont permettre de guérir, de prévenir une maladie, de diagnostiquer, de compenser un handicap ou de faire un suivi des différents patients. Donc si on donne quelques images, ce sera plus parlant. Oui, allons-y. Vous en connaissez forcément, les lunettes, les pansements, les fauteuils roulants, des appareils d'imagerie comme les scanners ou IRM, une seringue, bref. Tous les produits du quotidien qu'on va retrouver chez soi, mais aussi à l'hôpital. C'est ça, les dispositifs médicaux. D'accord. Alors Florent, on l'a évoqué aussi avec Agnès Buzyn, vous êtes à l'initiative de la 11e édition de la journée des startups innovantes du dispositif médical. Cette journée, elle consiste en quoi très concrètement ? Alors concrètement, c'est un rassemblement majeur qui vise à mettre autour de la table tous les acteurs de l'écosystème du secteur des dispositifs médicaux, à commencer par les entrepreneurs qui développent des innovations, les chercheurs qui se posent la question, comme le disait Madame Buzyn, de comment je peux valoriser finalement mon prototype, mon innovation, des investisseurs et puis finalement tous les acteurs qui vont aider les startups à grandir. Et donc c'est un événement qui permet aux entrepreneurs de comprendre tous les pièges à éviter pour réussir à mettre sur le marché un dispositif médical et comment on passe finalement de l'idée à un produit qui est concrètement utilisé par les professionnels de santé. Florent, vous pouvez nous dire un peu en avant-première les grandes tendances des innovations au service des patients. On va être soigné avec quoi demain ? Alors c'est une très bonne question. Le secteur du dispositif médical est un secteur qui innove en permanence. On est au carrefour de la mécanique, le textile, la métallurgie, l'informatique, l'électronique, l'intelligence artificielle. Bref, tous les domaines où ça innove, potentiellement appliqués au médical, on va retrouver de l'innovation en medtech. Si on donne quelques exemples un peu plus parlants, ces dernières années, on a vu beaucoup de progrès dans le domaine de l'aide au diagnostic, avec des logiciels qui permettent aujourd'hui maintenant de voir une tumeur sur une imagerie là où l'œil humain n'en est pas capable. On a d'ailleurs dans le concours start-up de cette année quelques exemples d'innovation avec 3 start-up que j'ai souhaité citer. Rainpass AI. Dites-nous ce qu'elles font. Alors, typiquement, cette start-up-là, elle va travailler sur l'analyse des cellules quand on fait une biopsie pour savoir combien il y a de cellules cancéreuses ou pas. Jusqu'à présent, on utilisait des réactions chimiques. Là, c'est un processus innovant qui allie optique et intelligence artificielle qui permet d'améliorer et d'accélérer le diagnostic. Une autre start-up qui sera présente, c'est Believer, qui elle vise à prédire la réponse d'une tumeur au traitement en avance de phase. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ou encore Oncelia, qui est une brassière connectée qui permet un dépistage précoce du cancer du sein. Donc plein d'innovations dans le diagnostic. Alors, il y a un mot qu'on entend partout dans toutes les émissions où il y a de l'entrepreneuriat, c'est le mot souveraineté. Quand je vous écoute, j'ai envie de me dire toutes ces innovations, elles sont géniales, mais si on a une grande crise sanitaire, est-ce que toutes ces entreprises sont suffisamment grandes pour que l'on soyons autonomes, ou alors on va une fois de plus aller épuiser à l'international des solutions concrètes ? Donc, sommes-nous souverains, Florent ? C'est une excellente question. En gros, notre priorité en tant que syndicat, elle est simple, et en tant que citoyen, c'est de permettre aux Français, aux patients français, d'accéder le plus rapidement aux innovations qui peuvent améliorer leur prise en charge. Aujourd'hui, on a énormément d'innovations qui se développent sur le territoire. La France, comme le disait Madame Buzyn, est un territoire très propice à l'innovation. On a beaucoup d'atouts en termes de recherche, d'entrepreneurs de qualité, etc. Mais pour que ça fonctionne, il faut que les startups deviennent des entreprises viables, se développent. On l'a vu en temps de crise, si on n'a pas un tissu industriel fort et une localisation de la production ou des circuits d'approvisionnement, on peut être mis en tension en période de crise. Et donc, c'est essentiel de pouvoir faire grandir les startups pour s'assurer une certaine forme de sécurité sanitaire. Là, sur quel type de produit on est très fort en France ? Vous aimeriez dire s'il n'y a jamais une crise ? Alors, vous allez me dire, c'est une crise de quoi ? Mais en temps de crise, là, on serait fort sur quoi ? Alors, c'est une question difficile parce qu'effectivement, selon le type de crise, on n'aura pas les mêmes dispositifs médicaux qui vont être indispensables. Donc, globalement, on a des atouts dans plein de sous-secteurs, mais il serait illusoire de vouloir tout localiser. Donc, je pense qu'à un moment donné, il s'agira de faire des choix et de s'y tenir et de regarder quelques technologies qui nous semblent essentielles, sur lesquelles on doit mettre des efforts et pas que en amont. Mais moi, j'aimerais entendre aussi... dans quoi on est bon, Florent. En France, on a plein de qualités. On est bon dans l'imagerie, on est bon dans le soin et la cicatrisation, dans la prévention du handicap avec les aides techniques. On est bon dans la contention, dans le textile médical, c'est aussi un secteur historique. On est bon aussi dans l'IA, on a énormément de chercheurs qui apportent des technologies, mais la concurrence internationale est rude. Donc il s'agira effectivement de faire des choix et d'accompagner les entreprises qui le méritent le mieux, avec une évaluation qui aura été faite au préalable,
pas que dans les phases de développement R&D, mais aussi dans les phases de commercialisation. Mais c'est important en vous écoutant de comprendre quelque chose de fondamental. Est-ce que l'innovation, c'est un coût ou c'est un investissement? Comment on doit le prendre? Justement, vous avez un peu répondu à la question. Il ne faut pas confondre l'innovation, justement, il ne faut pas prendre l'innovation comme un coût, mais justement comme un investissement, puisqu'on l'a vu, un dispositif médical, aujourd'hui, ça permet de raccourcir les délais de traitement, de sortir un patient plus rapidement de l'hôpital. Ça permet d'optimiser le parcours de soins à l'hôpital. Ça permet aux chirurgiens d'avoir un geste plus précis et d'éviter les complications. Bref, de faire des économies au système de santé dans son ensemble. Donc effectivement, acquérir une innovation pour un établissement de santé, parfois, ça peut être vu comme un investissement facial important, mais sur le système de santé, sur le long terme, c'est un investissement qui permettra de faire des économies. Merci beaucoup Florence Urrugue, et on va suivre avec attention cette 11e journée des startups innovantes. Et parce que l'innovation en santé, c'est notre quotidien, je vous propose d'écouter la Minute Santé. La Minute Numérique et Santé avec le SNITEM, le syndicat des entreprises du dispositif médical. Et si le numérique pouvait réellement simplifier la vie des personnes diabétiques au quotidien? Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus une promesse, c'est du concret grâce à la pompe à insuline, un dispositif médical connecté. Alors comment ça marche? On utilise un petit capteur placé directement sur la peau. Il mesure la glycémie en continu jour et nuit sans avoir besoin de se piquer à chaque fois. Ces données sont ensuite envoyées automatiquement vers un smartphone ou un lecteur dédié. Le système peut alors déclencher des alertes en cas de taux trop bas ou trop élevé. Et dans certains dispositifs plus avancés, la pompe à insuline est connectée au capteur. Elle ajuste la dose d'insuline en fonction des données mesurées. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour le patient? D'abord, beaucoup moins de gestes contraignants au quotidien. Ensuite, une meilleure visibilité sur son état en temps réel et surtout une charge mentale allégée. Le patient reste impliqué, mais il est désormais accompagné par un système qui surveille en continu son état de santé. Vous l'avez compris, le numérique assiste, sécurise et redonne au patient plus de liberté dans sa vie de tous les jours. C'était la Minute Numérique et Santé avec le SNITEM, le syndicat des entreprises du dispositif médical. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et à interagir. On adore lire vos commentaires. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.